Banaza était un gentil perdant qui a été invoqué comme héros, mais s'est avéré être faible et inutile. Cependant, lorsqu'il apprivoise une fille loup sexy, il devient surpuissant et utilise sa nouvelle force pour battre tout le monde, y compris un chaton loup. Après avoir été invoqué, Banaza se retrouve entouré de plusieurs mages et l'évêque lui dit qu'il est un candidat héros qui va combattre l'armée des ténèbres et libérer leur nation du mal. Alors qu'ils évaluent ses capacités, l'évêque explique que les héros sont invoqués au niveau 1 et reçoivent des compétences divines et des statistiques élevées des dieux pour les aider dans leur mission. Malheureusement pour Banaza, les dieux ont décidé de faire une sieste pendant son invocation. Donc tout ce qu'il obtient, ce sont des statistiques horribles et quelques compétences commerciales de base qui ne sont d'aucune utilité en combat contre l'armée des ténèbres. Juste à ce moment-là, un autre héros avec des statistiques légendaires est invoqué et tout le monde se précipite vers son podium pour lui faire des courbettes, ignorant Banaza comme un enfant du milieu à la table du dîner. Peu après, le prince charmant est emmené chez le roi qui lui organise une grande fête tandis que Banaza attend dehors, souhaitant qu'il le renvoie chez lui. Plus tard, il apprend qu'il ne peut pas revenir par le chemin qu'il a pris. Alors, pour compenser son échec, le roi lui offre une résidence dans une forteresse voisine. Après avoir voyagé pendant près de 3 semaines, il est laissé à l'extérieur d'une forêt avec un sac sans fond qui contient suffisamment de nourriture et d'argent pour durer un certain temps. En fouillant dans le sac, il trouve une épée bon marché et l'utilise pour tuer les slimes qui l'attaquent. Son épée se casse après quelques coups, mais il parvient à atteindre le niveau 2 et toutes ses statistiques affichent étrangement le signe de l'infini, ce qui signifie qu'elles sont maintenant au maximum. Il active ensuite le guide vocal et se voit présenter une tonne de nouveaux sorts qu'il peut utiliser maintenant. Ensuite, il décide de se reposer dans la forêt, mais on lui dit qu'elle est contaminée par un gaz démoniaque empoisonné. Son guide vocal lui dit d'utiliser un sort de purification pour éliminer le gaz. Et même si tout semble normal, Banaza gagne des dizaines de nouveaux niveaux et compétences. De retour dans la capitale, la princesse s'approche du roi et lui dit qu'il est cruel de laisser le héros dans la forêt, surtout que l'armée des ténèbres a une base là-bas. Juste à ce moment, le messager révèle que quelqu'un a purifié toute la forêt et le roi croit que cela a été fait par l'autre héros aux statistiques légendaires. Cependant, il est choqué d'apprendre que cela a été fait par le héros inutile qui a été envoyé au nord. De retour dans la forêt, Banaza atteint presque le niveau 400 et, puisqu'il est interdit de vivre en ville, la voix guide lui conseille d'utiliser la magie de métamorphose pour que les autres ne le reconnaissent pas. En l'essayant pour la première fois, il se transforme accidentellement en une fille avec des atouts généreux, mais décide ensuite qu'il n'est pas encore assez éveillé pour être une femme. Après avoir obtenu un nouveau déguisement, il utilise la magie de téléportation pour retourner à la capitale. Mais lorsqu'il essaie de retourner dans son propre monde, le sort ne fonctionne pas. Ensuite, il parcourt la ville à la recherche de moyens de gagner de l'argent et tombe sur une guilde d'aventuriers qui fonctionne de manière similaire à celle de son monde précédent. Il s'inscrit sous le nom de Flio et se dirige vers le tableau d'affichage pour trouver des emplois. C'est alors qu'il voit une fille demander à un aventurier de l'escorter jusqu'à la forêt de Bellaveza, la même où il était plus tôt. Tout le monde la refuse, jugeant cela trop dangereux. Alors Banaza s'approche d'elle et lui dit poliment qu'il va simplement la téléporter là-bas. En entendant le nom du sort, tout le monde commence à le regarder, lui faisant réaliser que la magie de téléportation est très avancée dans ce monde. Juste à ce moment-là, une blonde sort son épée, se présentant comme Bolerosa, et l'accuse de mentir sur l'utilisation de la magie de téléportation. Son escouade accuse Banaza d'être le Didi de ce monde. Et comme il ne veut pas causer de problème, il décide de montrer aux filles qu'il ne ment pas. Ils se rassemblent tous dans une ruelle discrète et Banaza les téléporte tous dans la forêt sans aucun effort, à leur grande surprise. Bolerosa s'agenouille immédiatement, l'appelant Sir Flio et s'excusant d'avoir été impoli envers un mage si talentueux. D'un autre côté, la petite fille remarque que tout le gaz toxique dans la forêt a disparu. Mais avant que Banaza ne lui dise que c'est lui qui l'a fait, la voix guide l'informe que la fille est aussi un démon et qu'il a en gros fait un Itachi sur tout son clan. En entendant cela, Bolerosa et son escouade sortent leurs armes, révélant qu'ils ont entendu parler d'un démon qui guide les aventuriers vers la forêt et les chasse. Au début, son visage innocent montre des signes de peur, mais une fois qu'elle réalise qu'elle n'a pas d'issue, elle leur montre enfin sa véritable forme, se révélant être Fenris des 4 Infernaux. Alors qu'il libère du gaz toxique autour d'eux, toute l'équipe tombe à genoux et Bolerosa explique que les 4 Infernaux sont parmi les démons les plus puissants de ce monde. Comme Banaza ne peut pas les protéger tous en même temps, il utilise la magie de téléportation pour envoyer les filles ailleurs. Une fois qu'il est tout seul, il refuse de mourir si tôt et utilise tous les sorts qu'il connaît pour affronter le monstre. Malgré son inexpérience en combat, Banaza utilise tous les sorts qui lui viennent à l'esprit pour esquiver les attaques de Fenris, la rendant de plus en plus frustrée. Finalement, il parvient à la maîtriser en utilisant la magie de gravité et la voix guide lui suggère d'utiliser la subjugation pour contrôler les pensées de Fenris et la transformer en esclave.
Cependant, Banaza est une âme bienveillante qui est contre l'esclavage et refuse d'utiliser le sort. Alors qu'il continue d'hésiter, Fenris fait de son mieux pour échapper à sa magie de gravité, mais finit par s'effondrer, acceptant que sa magie ne soit pas assez forte pour l'affronter. Elle demande au guide de prendre sa vie, mais Banaza refuse, disant qu'il n'a jamais voulu se battre contre elle. Il lève alors sa magie, mais Fenris est confuse car elle pense que les humains et les démons sont censés se battre jusqu'à la fin amère. Cependant, Banaza dit que c'est pareil pour lui et qu'il ne peut jamais blesser quelqu'un qui se rend contre lui, à la grande surprise de Fenris. Elle se transforme alors de nouveau en sa forme humaine, mais Banaza se retourne soudainement, lui disant qu'elle a tout exposé. En la couvrant avec sa propre veste, il lui dit poliment qu'il la laissera partir si elle arrête de chasser les humains. Il décide alors de lui prendre des vêtements dans son sac, mais Fenris s'endort à cause de l'épuisement magique. Banaza installe ensuite un campement à proximité et la laisse dormir à l'intérieur pendant qu'il examine tous les sorts qu'il a débloqués. Peu après, Fenris se réveille et réalise que Banaza l'a soignée pendant qu'elle dormait. Elle est toujours confuse car n'importe qui d'autre à sa place l'aurait exploitée et abandonnée. Pour le remercier, elle promet de ne plus jamais combattre les humains. En plus de cela, elle le déclare comme son maître et promet de lui consacrer toute sa vie en lui apportant un soutien moral pendant la journée et un soutien oral pendant la nuit. Banaza recule immédiatement, disant qu'il n'est pas en faveur de l'esclavage et ne peut posséder une vie, mais Fenris commence à faire des mimiques adorables pour le faire changer d'avis. Elle dit même qu'elle préférerait mourir si elle ne peut pas le servir. Alors Banaza accepte à contre-cœur de la laisser rester à ses côtés. Plus tard, il explique qu'il a été invoqué d'un autre monde en tant que candidat héros, mais qu'il n'a aucune compétence et qu'il ne peut même pas retourner dans son propre monde. Il lève temporairement sa magie de métamorphose pour lui montrer son vrai visage, lui disant même que les gens du château sont à sa poursuite. Il dit alors qu'il n'a nulle part où aller et aucun objectif en tête et que si elle le suivait, elle serait également une errante. Fenris lui dit calmement que son espèce ne vit que pour un seul but, essaie de servir celui qu'il considère comme leur maître. Elle ajoute que peu importe qui il est et d'où il vient, car elle lui sera loyale pour le reste de sa vie. Pendant ce temps, au château, le roi s'adresse à l'autre héros en lui demandant des nouvelles de sa mission contre l'armée des ténèbres. Le héros se plaint que les forces qu'il avait étaient une bande de mauviettes qui ont rompu la formation en voyant des démons et ont été anéantis en 2 secondes. Il dit au roi d'être reconnaissant de sauver qui il pouvait avant de s'éloigner comme une reine impertinente. Après son départ, le roi apprend que le héros est en fait resté à l'arrière et s'est enfui comme un petit lâche, tandis que les autres se battaient vaillamment jusqu'à la fin. Dehors, le héros s'inquiète du fait que même si ses statistiques sont excellentes, il n'a aucune compétence, ce qui signifie qu'il ne peut pas combattre des bêtes plus fortes. Juste à ce moment-là, sa servante Suya apparaît et la seule chose qu'elle a pour elle, c'est la taille impressionnante de ses melons. Elle invite le héros à un voyage à Pound Town et le gars y va avec empressement. Le lendemain, Banaza et Fenris se promènent dans la ville et le gars lui conseille de ne pas l'appeler maître. Lorsqu'un commerçant l'appelle madame, Banaza pense qu'il vaut mieux que les gens la considèrent comme sa femme. Cependant, Fenris prend cela pour une demande en mariage et accepte de devenir sa femme, disant que c'est le plus grand honneur pour son espèce d'avoir un mari fort. Plus tard, Fenris s'inscrit à la guilde sous le nom de Res et obtient un accessoire similaire à celui de Banaza. Devenant toute timide, elle explique que chez les siens, le couple avale généralement les os d'une proie qu'ils chassent ensemble pour célébrer leur mariage, et cela lui a rappelé cela. Ensuite, Banaza lui conseille de rester déguisé et de faire de son mieux pour agir aussi humainement que possible. À ce moment-là, la dame de la guilde informe tout le monde d'une demande urgente, révélant qu'un grand groupe d'ours psychotiques a été repéré juste au nord d'ici. Avec un prix 10 fois supérieur à la normale, Fenris demande à Banaza d'accepter la quête. Mais il pense qu'il n'est pas assez fort. Pour prouver qu'elle est forte, Fenris prend la quête elle-même et il se téléporte là où les ours sont censés apparaître. Alors que Fenris s'excite à l'idée de combattre aux côtés de son maître, ils entendent un cri et se précipitent pour voir Bolerosa et ses chevaliers entourés par des ours. Quand l'un de ses chevaliers est submergé par un ours, Banaza utilise un sort de foudre pour l'abattre, ainsi que les autres. Alors que les filles regardent sous le choc, Banaza apparaît enfin et elles le reconnaissent comme Ser Fléau, le gars qui les a sauvés plus tôt. Après l'avoir remercié de l'avoir sauvé à nouveau, Bolerosa lui demande des nouvelles de Fenris et Banaza lui dit qu'elle est sa compagne de voyage. Cela rend Fenris triste parce qu'elle veut qu'il la présente comme sa femme. Juste à ce moment-là, un ours l'attaque par surprise, mais un simple regard dans ses yeux suffit à le faire se rendre. Alors que Fenris et Banaza discutent de faire de cet ours un animal de compagnie, Bolerosa et son équipe regardent avec horreur car ces bêtes sont censées être des animaux de vision. Banaza lance ensuite un sort de restriction autour de l'ours pour l'empêcher d'attaquer les humains, suivi d'une magie de métamorphose qui le transforme en un petit renard mignon. Ensuite, Bolerosa les emmène chez elle où ils se présentent tous un par un.
Son escouade se compose de Blossom, Billerry et Bellano, et ils demandent tous à Banazza de leur apprendre à devenir plus forts. Ils lui disent que l'armée dirigée par le héros a été anéantie par les ours psychopathes et que le héros a refusé de mener une autre attaque jusqu'à ce que le royaume lui fournisse des guerriers mieux équipés. Ainsi, le roi ordonna à chaque chevalier de monter en niveau en battant au moins un ours psychopathe, mais ils ne sont pas assez forts pour le faire. En entendant tout cela, Fenris devient soudainement jalouse et une aura sombre l'entoure. Mais Banazza la calme en disant aux filles qu'elle est en fait sa femme. Les filles reculent parce qu'elles ne veulent pas s'immiscer dans sa vie personnelle, mais Fenris change soudainement d'avis et dit à Banazza d'apprendre aux filles à se battre. Après qu'il accepte, les filles lui demandent une chose de plus, une chambre dans sa maison pour qu'elle puisse être proche de lui à tout moment. Avant qu'ils ne puissent répondre, Fenris accepte de les laisser entrer, disant qu'ils n'auront besoin que d'une seule chambre de toute façon, puisqu'ils sont en couple. Pendant ce temps, un démon chat nommé Eliminas fait un rapport au sombre, révélant que leur camp dans la forêt de Delivesa a été complètement anéanti par un sort de purification. Intrigué par la personne qui l'a lancé, le sombre lui ordonne de capturer le coupable. Le lendemain, Banazza se réveille pour trouver Fenris assise à côté de lui, prétendant être sa femme. Il se souvient comment la nuit dernière, elle voulait perdre sa virginité, mais quand le gars a refusé, elle est devenue toute triste. Pensant qu'il la déteste, il a expliqué qu'ils ne peuvent pas sauter la phase de lune de miel et qu'il vaut mieux qu'ils dorment dans le couloir. Mais elle lui a rappelé que les autres deviendront suspicieux. Elle l'aide ensuite à se changer de ses vêtements de nuit, mais Bolerosa entre dans la pièce au pire moment et s'enfuit en s'excusant. Plus tard, Banazza décide qu'il est temps d'entraîner les filles, alors il les met face à un sanglier sauvage pour les endurcir. Mais dès que la bête les charge, Bolerosa panique et s'enfuit. Heureusement, Blossom intervient et arrête le sanglier d'un coup puissant de son épée. Fenris dit rapidement à Bellano de mettre un bouclier devant Blossom et elle le fait juste à temps. Après cela, Billerry s'avance et tire sa flèche, mais son tir est si imprécis que la flèche érafle à peine le sanglier. Les choses empirent lorsque la magie de Bellano s'épuise et que le bouclier disparaît, permettant au sanglier en colère de les poursuivre à nouveau. Alors que Banazza regarde les filles crier comme si elles étaient dans une maison hantée, il dit à Fenris qu'il est bien plus réaliste de construire un harem de méchantes certifiées que de transformer ses trous ambulants en guerrières. Plus tard dans la soirée, alors que Banazza apporte des lits confortables pour les filles, Fenris appelle tout le monde pour le dîner, servant fièrement de la viande crue comme si c'était un repas gastronomique. Banazza fixe l'assiette avec horreur, mais lui dit poliment qu'il vaudrait mieux que la viande soit cuite, mais elle l'aime crue, comme ta mère. Il propose d'aider et Bolerosa le rejoint dans la cuisine. Avant longtemps, il prépare un vrai repas qui a l'air comestible. Les filles sont surprises par le goût délicieux de la nourriture et supposent que la magie est impliquée, mais Banazza leur dit que c'est grâce à Bolerosa. Fenris, quant à elle, regarde la salade avec méfiance et dit que seules les bêtes faibles mangent de l'herbe. Banazza la convainc d'essayer et après une bouchée, elle admet discrètement que c'est bon. Le lendemain, ils emmènent un chariot plein de sangliers morts en ville et les livrent à la guilde, attirant beaucoup d'attention de tout le monde. En attendant, Fenris demande à explorer la ville et Banazza accepte. Juste à ce moment-là, un demi-humain nommé Léolith s'approche de Banazza et dit qu'il doit lui parler en privé. Banazza le suit dans un bureau où on lui offre du thé et on lui dit que le roi a entendu parler de ses exploits. Le roi veut que Banazza aide le héros et devienne chevalier honoraire en retour. Banazza écoute mais refuse tranquillement car il préfère passer ses matins à se réveiller avec Fenris. En sortant, Banazza trouve Fenris qui a l'air mal en point. Lorsqu'il lui demande ce qui s'est passé, elle insiste sur le fait que tout va bien. Ce qu'elle ne lui dit pas, c'est qu'elle s'est inscrite à un cours de cuisine et a provoqué un cauchemar en cuisine. Cette nuit-là, le héros, entouré de son harem de Pygmitas, apprend les exploits de Banazza et décide d'en faire son bras droit. Un mois passe et Banazza refuse toujours des offres des chevaliers envoyés par le roi. Fenris se plaint de leur insistance et propose de les effrayer, mais Banazza dit que ce n'est pas nécessaire. Plus tard, il découvre que Blossom travaille dur dans le champ avec leur ours de compagnie, Sib. Et tandis que Banazza loue ses efforts, il se demande si elle ne serait pas plus forte si elle mettait cette énergie dans son entraînement au combat à la place. En même temps, Fenris trouve Billerry en train de s'entraîner au tir à l'arc dans les bois, mais lui dit de viser quelque chose qui n'est pas un arbre. Billerry refuse, disant qu'elle ne pourrait jamais blesser un animal parce qu'ils sont tous trop mignons. Plus tard, Banazza trouve Bellana se reposant sous un arbre. Il lui donne une bague magique qui augmente son énergie et lui dit de la tester plus tard. Alors qu'il s'éloigne, elle essaie de déplacer la bague à son annulaire, mais Fenris apparaît soudainement et menace de lui couper le doigt si elle ose. Ils sont interrompus par un cri de Bolerosa qui est attaqué par une chenille géante. Avant que Banazza ne puisse intervenir, Fenris tranche la créature en deux et réprimande Bolerosa pour avoir fait semblant d'être faible, alors qu'elle pourrait facilement gérer un monstre de rang C. Lorsqu'elle l'accuse d'essayer de séduire son prétendu mari, Bolerosa reste sans voix et aucun d'eux ne remarque Eliminas, les observant depuis les buissons, sauf Fenris.
Cette nuit-là, Fenris surprend tout le monde avec un dîner plein de plats délicieux et bien cuisinés et admet qu'elle a secrètement pris des cours de cuisine. Elle a également appris que le chemin vers le cœur d'un homme passe par un curry bien fait, c'est pourquoi elle a fait un effort supplémentaire pour l'apprendre aussi. Alors qu'elle se blottit contre Banaza, Eliminas regarde avec horreur, se demandant comment la plus courageuse guerrière de l'armée des ténèbres est devenue une femme au foyer ordinaire. Juste à ce moment-là, Fenris apparaît derrière elle et l'invite à prendre le thé. Pendant leur conversation, Fenris dit en plaisantant qu'elle est mariée à Banaza, ce qui choque Eliminas. Elle essaie de lire le pouvoir de Banaza, mais échoue, ce qui la rend encore plus curieuse. Il parle de la forêt de Deliveza et de l'absence de bêtes magiques là-bas, et Banaza dit en passant qu'il a utilisé un sort de purification dessus. Elimina manque de s'étouffer avec son thé et l'accuse d'avoir mangé le frère de Fenris, qui avait été stationné là-bas. Fenris lui dit de se taire et révèle que son frère faisait partie de l'avant-garde infernale des ténèbres, et s'il est mort aussi facilement, c'était de sa propre faute. Banaza est surpris que Fenris ne l'ait jamais mentionné, mais elle dit que cela n'avait pas d'importance parce qu'elle a choisi d'être avec lui. Soudain, le reste des filles arrive avec des visages horrifiés, ayant tout entendu. Elimina s'en moque et pense que Banaza est un danger pour l'armée des ténèbres, tandis que Fenris est une traîtresse. Elle le défie à un combat simulé, et même si Fenris le met en garde, Banaza accepte. Dehors, Eliminas le charge avec son sort de venin de chat et enchaîne avec plusieurs attaques sournoises, mais Banaza les contre toutes. Il la piège ensuite en utilisant un sort appelé Crucifixion, et après avoir lutté pour se libérer, elle abandonne et s'éloigne vaincue. Le lendemain matin, Banaza s'excuse auprès des filles d'avoir gardé secrète l'identité de Fenris, et dit qu'elles peuvent les signaler au château si elles le souhaitent. Mais les filles disent qu'elles ne feraient jamais ça, parce qu'ils les ont tellement aidées au cours des 30 derniers jours. Juste à ce moment-là, ils entendent une agitation à l'extérieur et trouvent Eliminas debout avec un groupe de dragons. Elle leur dit de se rendre, mais Banaza est plus excité qu'effrayé parce qu'il est aussi un passionné de Game of Thrones. Lorsqu'elle ordonne aux dragons d'attaquer, Banaza en élimine la moitié avec un seul sort de foudre, laissant Eliminas sous le choc. Quand le reste des dragons s'enfuit, elle les poursuit. Alors qu'ils partent, Blossom dit qu'elle aurait aimé vaincre un dragon pour obtenir le titre de tueur de dragons. Banaza dit qu'il peut l'aider et lui dit de lancer sa houe. Quand elle le fait, il utilise la magie pour augmenter sa vitesse et sa force, et cela frappe le dragon en pleine tête, le tuant. Blossom vérifie son statut et crie de joie en voyant le nouveau titre. Les autres filles supplient Banaza de les aider à obtenir le même titre, mais il leur dit que tous les dragons sont déjà partis, ce qui les déçoit, surtout Bolirosa. Pendant ce temps, aucun d'eux ne remarque que le sombre lui-même les observe à travers un orbe magique. Il est impressionné qu'une personne d'apparence si ordinaire puisse utiliser des sorts que même le héros ne peut pas, et il décide qu'il est enfin temps de rendre visite à Banaza. Plus tard, Banaza place des barrières autour de leur maison pour qu'ils sachent si quelqu'un non invité entre dans les lieux. Fenris jure qu'elle se chargera de battre Eliminas si elle les dérange à nouveau, mais rien que d'y penser la rend furieuse. Banaza, en revanche, se sent mal d'avoir expulsé le frère de Fenris, mais il décide de garder cela pour lui. Pendant ce temps, Blossom continue de vérifier ses statistiques, toujours émerveillée d'être maintenant une tueuse de dragons. Les autres se rassemblent autour d'elle et Bolano plaisante en disant que sa houe est officiellement devenue une arme légendaire pour tuer des dragons. Un moment plus tard, il remarque que Bolirosa s'éloigne discrètement et quand il lui demande où elle va, elle ment et dit qu'elle part chasser. En réalité, Bolirosa se sent simplement déprimée parce qu'elle n'a pas obtenu le titre de tueuse de dragons. Elle ne veut pas que Blossom pense qu'elle est amère, mais elle est contrariée car le titre aurait pu l'aider à restaurer la noblesse perdue de sa famille. Alors qu'elle marche, perdue dans ses pensées, un homme étrange s'approche et demande le chemin de la maison. Il dit être un vieil ami de Fenris, mais Bolirosa dégaine son épée, soupçonnant qu'il pourrait être de l'armée des ténèbres. L'homme admet qu'il en fait partie, mais affirme qu'il n'a pas de mauvaises intentions et veut juste rendre visite à Fenris. Après avoir promis de partir juste après, elle abaisse son épée et accepte de faire savoir à Fenris qu'il est passé. Avant qu'il ne parte, elle lui demande son nom et il lui dit que c'est Gozel. Le nom lui semble étrange, mais elle n'a pas le temps d'y réfléchir car Banaza et Fenris apparaissent soudainement. L'air inquiet, elle leur raconte ce qui s'est passé et, à sa surprise, ils disent que l'homme qu'elle vient de rencontrer ne s'appelle pas Gozel. Son vrai nom est Gol, le sombre lui-même, et Boliros se fait dessus en pensant qu'elle a levé son épée contre la plus grande menace connue de l'humanité. Le lendemain, Gol visite leur maison et est accueilli par Banaza et Fenris, qui l'invitent calmement à l'intérieur pour prendre le thé comme s'il était un simple voisin. Alors qu'ils sont assis ensemble, Gol demande à Banaza de rejoindre l'armée sombre, mais il refuse poliment. Gol lui demande pourquoi il ne rejoint pas non plus l'armée du roi, et Banaza répond que c'est parce qu'il ne vient pas de ce monde, et n'a pas l'intention de s'immiscer dans ses affaires. Gol admet que la guerre dure depuis près de 500 ans, et que personne de cette époque n'est vivant pour dire pourquoi elle a commencé. Tout ce qu'il sait, c'est que le premier sombre était quelqu'un comme lui qui venait d'un autre monde et a essayé de conquérir celui-ci.
Cette personne a été acceptée par les démons comme leur chef parce que les démons étaient opprimés par les humains à cette époque. La guerre a continué parce que les deux factions voulaient dominer le monde. Mais après 12 générations, il a lui-même perdu tout intérêt pour ces choses. Gol se renforce alors, disant qu'il a le devoir de protéger les siens et qu'il ne peut pas les laisser errer librement. Mais Banaza reste assis là, impassible, et lui dit encore qu'il n'est pas intéressé à choisir un camp, qu'il soit humain ou démon. Finalement, Gol abandonne et s'en va, mais pas avant d'avoir dit qu'il reviendra pour essayer à nouveau. Après son départ, les filles vont voir Bolly Rosa, qui est sous le choc après avoir été témoin du pouvoir du sombre. Le lendemain matin, Bolly Rosa entre dans la salle à manger pour voir Gol prendre le petit déjeuner avec Banaza et Fenris, comme s'ils étaient les meilleurs amis du monde. Il l'invite à se joindre à eux, mais elle panique et s'enfuit, disant qu'elle n'est pas correctement habillée. Toute la semaine, elle évite Gol comme la peste, s'enfuyant chaque fois qu'il vient, ce qui est tous les jours. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'un soldat royal les espionne secrètement et envoie des mises à jour régulières au roi. Lorsque le roi apprend qu'un démon a rendu visite à Banaza, il devient furieux, pensant qu'il s'est allié avec le sombre. Juste au moment où il s'apprête à envoyer des troupes pour s'occuper du traître, la princesse essaie de prendre la parole. Elle lui dit qu'il n'y a pas de preuve réelle que Banaza s'allie avec les démons et suggère qu'il lui parle d'abord. Le roi, bien sûr, la fait taire, disant qu'elle ne comprend pas comment gouverner un royaume. En plein milieu de ce chaos, le héros entre dans la salle du trône et exige que le roi lui donne des soldats pour qu'il puisse aller punir Banaza pour ne pas être assez patriotique. Pendant ce temps, Eliminas conseille au sombre de ne pas rendre visite à Banaza si souvent car ce n'est pas sûr. Il lui dit que Banaza est bien plus compréhensif que le roi actuel et que s'ils peuvent le convaincre, ce sera bénéfique pour les deux camps. Elle lui demande alors quand ils attaqueront et il lui dit de se calmer. De retour chez lui, Banaza travaille sur un bouclier fait d'écailles de dragon lorsque Fenris s'approche de lui. Puisqu'ils sont seuls, elle lui demande doucement si sa décision de ne pas se battre a quelque chose à voir avec le fait qu'elle soit une ancienne membre de l'armée des ténèbres. Banaza secoue la tête et lui dit que ce n'est pas à cause de cela, c'est juste qu'il ne veut se battre contre personne à moins qu'il n'y ait pas d'autre choix. Fenris est ému par sa gentillesse et lui prend la main. Mais avant qu'il ne puisse en dire plus, on frappe à la porte. Fenris se demande si c'est encore Gol, mais quand ils ouvrent, c'est le héros avec son armée de clowns. Le héros dit à Banaza qu'il est au courant des visites des démons et l'accuse de trahison. Il menace de lui ôter la vie à moins qu'il n'accepte de devenir son subordonné. Quand Banaza ne réagit pas, le héros suppose qu'il a peur. Banaza lui dit calmement qu'il n'est pas intéressé à travailler pour lui ou pour qui que ce soit d'autre. Cela rend le héros furieux et il dégaine son épée, traitant Banaza de traître. Il dit aussi qu'il va arrêter toutes les filles à moins qu'elles n'aident à convaincre Banaza de se ranger de son côté. Cela énerve vraiment Banaza, mais au lieu de commencer un combat, il décide qu'il vaut mieux installer le camp ailleurs. Il dit à Fenris qu'il ne veut pas risquer que les filles soient blessées, mais les filles supplient de venir avec lui, disant qu'on leur a toujours appris que les démons sont mauvais, mais vivre avec Fenris leur a donné une nouvelle perspective. Après qu'ils aient dit ce qu'ils avaient à dire, Banaza active son sort de téléportation, et en un instant, toute la maison, les filles et même les champs disparaissent juste devant le héros. Il reste là, incrédule, incapable de comprendre comment un roturier comme Banaza peut utiliser une magie aussi avancée, alors que lui ne le peut pas. Alors qu'il est encore en train de digérer l'humiliation, un soldat signale soudainement que Gol est arrivé. Au moment où le héros aperçoit Gol, il perd la tête et ordonne aux soldats de le capturer. Gol, quant à lui, pense à tort que c'est le héros qui a fait disparaître Banaza. Il craque, entre en mode rage totale et envoie un message à son armée des ténèbres. Il leur dit de se préparer pour la guerre et de montrer aux humains de quoi l'armée des ténèbres est vraiment capable. Pendant ce temps, Banaza et les autres arrivent à l'ouest de la capitale, et Banaza assure à tout le monde que personne ne les trouvera ici, au grand soulagement de Bellerosa. Fenris, heureux qu'ils soient tous en sécurité et ensemble, décide de leur préparer un bon repas, ignorant la guerre qui est sur le point d'éclater dans la capitale. Quelques jours après que Banaza et les filles aient laissé le héros et son armée derrière eux, l'armée des ténèbres commence à attaquer les bastions humains à travers le nord en se dirigeant vers la capitale. Lorsque le roi entend la nouvelle de l'un de ses soldats, il exige de savoir ce que le soi-disant héros fait pour l'arrêter et le soldat l'informe que le petit lâche se cache dans ses chambres. Furieux, le roi ordonne aux soldats de le traîner dehors. Après son départ, les conseillers du roi suggèrent que la seule façon de ralentir les démons est de lancer un sort de purification à grande échelle. Le roi hésite d'abord, mais finit par accepter après que son conseil insiste sur le fait que c'est la seule option. Pendant ce temps, un autre démon nommé Greenell arrive avec les nouvelles et Gol ordonne immédiatement à son armée de battre en retraite juste à temps. Quand Eliminas soutient qu'ils ne devraient pas parce qu'ils ont l'avantage, il lui dit que les humains sont sur le point d'utiliser la purification.
Comme prévu, le roi et ses meilleurs mages lancent le puissant sort et éliminent avec succès le gaz toxique appelé Malicium que l'armée noire avait libéré. Loin, dans leur nouvelle ville paisible, Banaza rentre chez lui pour trouver Fenris qui l'attend avec un sourire chaleureux et un câlin, quelque chose que des perdants comme vous ne vivront jamais. Elle demande s'il aimerait goûter son biscuit pour le dessert, mais Banaza dit qu'il aimerait d'abord dîner. Plus tard, alors qu'ils prennent le thé, Banaza dit aux autres qu'il explore des magasins pour vendre des choses et gagner de l'argent. Blossom et Ballery disent à Banaza qu'ils veulent t'aider financièrement. Blossom espère vendre ses produits agricoles sur le marché, tandis que Ballery veut élever des chevaux pour les personnes qui ont besoin de tirer des charrettes. Banaza les félicite tous les deux, mais Bolerosa et Bolano se sentent inutiles car ils n'ont pas trouvé de moyen de contribuer. Suivant ses instincts de loup alpha, Fenris les rassure rapidement qu'ils n'ont pas à s'inquiéter et Banaza est d'accord, leur disant de continuer à s'entraîner et à aider à la maison. De retour dans la capitale, le sortilège pèse lourdement sur les mages du royaume, laissant la plupart d'entre eux malades. Le bon côté, c'est que le sortilège durera 3 mois et qu'aucun démon ne pourra s'approcher de la capitale pendant ce temps. Même le roi finit alité. Alors la princesse Elisabeth prend les rênes à sa place. L'une de ses premières décisions est de retirer le titre de héros, car il s'est avéré complètement inutile. Lorsque les conseillers demandent comment ils défendront le royaume sans héros, elle leur dit de convoquer l'oracle à la place. Pendant ce temps, le héros déchu est expulsé du château et jure qu'ils le supplieront de revenir lorsque l'armée des ténèbres frappera à nouveau. Cette nuit-là, tandis que Banaza et Fenris sont au lit, le gars se sent reconnaissant pour tout ce qu'il a et remercie Fenris, disant que cela n'aurait pas été possible sans elle. Pendant qu'il parle, Fenris s'endort et Banaza réalise qu'il a de la chance d'avoir une vie si paisible. Le lendemain, les filles décident de s'occuper des tâches ménagères pour que Fenris et Banaza puissent sortir ensemble. Au début, Banaza est timide, mais Fenris le traîne à travers la ville et ils participent tous les deux à différentes activités, passant un bon moment en général. Plus tard, ils traversent le marché et Banaza lui demande de choisir ce qu'elle aime comme cadeau de sa part, ce qui la rend très heureuse. Après avoir regardé plusieurs étals, elle tombe sur une boutique vendant des accessoires qui attirent son attention. Banaza décide de lui offrir une broche qui correspond à ses yeux et elle l'accepte avec joie. Ce soir-là, elle rentre chez elle et continue de regarder la broche et la voir agir si mignonnement fait réaliser aux filles qu'elle a passé une excellente journée. Cependant, elles se sentent un peu jalouses car elles vont mourir vierges à ce rythme. Cette nuit-là, pendant que Banaza dort, Fenris se blottit contre lui dans son sommeil, ce qui le rend tout gêné. Le lendemain, le héros et son acolyte, Suya, se faufilent dans le trésor du château, désespérés de trouver quelque chose qui l'aidera à devenir plus fort que Banaza. Alors que le héros maudit Banaza dans sa tête, une voix mystérieuse l'appelle, lui demandant s'il veut du pouvoir. Il suit la voix jusqu'à une pièce cachée où il trouve une épée enfoncée dans la pierre. La voix promet de réaliser n'importe quel souhait s'il libère l'épée. Alors il la tire avec empressement et est emporté par un tourbillon. Quand l'air se dissipe, une femme nommée Iya apparaît. Elle se présente comme un djinn à petit budget qui contrôle à la fois la lumière et les ténèbres et dit qu'elle lui accordera 3 vœux pour l'avoir libérée. Pendant ce temps, Elisabeth et ses conseillers rencontrent l'oracle Ashura et lui demandent comment ils peuvent protéger le royaume une fois que le sort de purification se dissipera. Avant que l'oracle ne puisse répondre, des colliers magiques apparaissent soudainement autour du cou de tout le monde, ce qui provoque la panique générale. Elisabeth, gardant son calme, comprend rapidement ce qui se passe et ordonne aux gardes de se diriger vers le trésor. L'oracle explique alors que les colliers font partie d'une malédiction connue sous le nom de collier du sacrifice. Elle révèle que c'est Iya qui les a placés là et que si la personne qui a fait le vœu ne le réalise pas, les colliers prendront la tête de tout le monde en échange. Elisabeth ajoute également qu'il y a longtemps, le roi a fait un vœu au même djinn pour vaincre le ténébreux, ce qui a conduit à la mort de la moitié des créatures vivantes du pays. C'est pourquoi Iya a été scellée et elle y est restée depuis. Tout le monde est horrifié, mais Elisabeth reste calme et demande à l'oracle de lire les cartes. L'oracle leur dit que leur seul espoir maintenant est de trouver le véritable héros, celui qui a déjà été invoqué. Les conseillers réalisent immédiatement qu'elle fait référence à Banaza et suggèrent d'envoyer l'armée pour le trouver. Mais Elisabeth dit que c'est une terrible idée puisque les troupes sont nécessaires pour protéger le royaume. Au lieu de cela, elle propose d'y aller elle-même car seul un cookie avec une armure scénaristique peut contrôler un homme adulte comme ça. De retour à la campagne, Banaza parvient à conclure un accord avec un marchand intéressé par l'achat de ses boucliers de dragon. Il devine aussi que Banaza est celui qui a apporté des tonnes de viande de dragon à la ville, mais il lui dit de garder le silence à ce sujet. Alors que Banaza développe ses relations, Fenris et Bolerosa regardent fièrement de l'extérieur et Bolerosa dit qu'elle aimerait avoir un homme comme lui. Fenris devient immédiatement possessif et lui dit qu'elle a Gol, ce qui la terrifie. Après que Banaza ait terminé et soit sorti, il remercie Bolerosa de l'avoir présenté au marchand. Alors qu'ils rentrent chez eux, Fenris dit qu'elle est fière de lui pour avoir fait fonctionner les choses, mais elle souhaite aussi passer plus de temps avec lui. Juste à ce moment-là, son guide vocal l'avertit qu'un djinn se dirige vers lui. Lorsqu'il se retourne, Iya se tient juste là.
Elle annonce que le souhait du héros était qu'elle élimine Banaza et qu'elle est là pour le réaliser. Alors qu'elle lève la main pour frapper, Fenris saute devant lui et prend le coup, ce qui la blesse gravement. Fenris tombe dans ses bras, mais Hiya ne s'arrête pas là et continue de lancer d'autres sorts vers Banaza. Mais avant qu'il ne puisse causer des dégâts, une barrière se forme autour de lui, Fenris et Bolirosa. Banaza essaie de soigner Fenris, mais son guide vocal lui dit que sa blessure est trop grave pour la magie de guérison de base. Hiya attaque à nouveau, lançant un sort encore plus puissant, mais la barrière tient toujours. Maintenant conscient que la menace est bien plus sérieuse que prévu, Banaza se prépare pour ce qui va suivre. Brûlant de rage, l'esprit de Banaza commence à clignoter avec tous les souvenirs qu'ils ont créés ensemble depuis le jour où il l'a rencontré pour la première fois, jusqu'à l'emmener à un rendez-vous, et même apprendre qu'il était responsable de l'extermination de toute sa tribu. Chaque moment heureux, chaque rire, chaque seconde de silence partagé avec elle le pousse en avant alors qu'il promet de la faire payer. Promettant de faire payer Hiya, il lance un sort de retour dans le temps pour annuler les blessures de Fenris et se précipite vers Hiya et la frappe en plein entre les yeux. Alors que Hiya remet en question son audace de poser la main sur quelqu'un d'aussi puissant qu'elle, Banaza s'approche tranquillement et lui écrase le visage, lui disant de fermer sa bouche. Elle essaie de l'arrêter avec un sort, mais Banaza l'annule instantanément et lui donne un traitement de femme au foyer. Hiya vérifie alors ses statistiques pour découvrir que toutes ses compétences sont infinies. Banaza continue sans retenue, lançant coup après coup, tandis que Hiya lutte pour se défendre. Pendant ce temps, Fenris se réveille lentement et voit Banaza se battre pour elle, ayant l'air plus protecteur que jamais. Au début, elle est émue en voyant à quel point il semble fort, mais le sentiment s'estompe lorsqu'elle réalise qu'il abandonne tout ce en quoi il croit juste pour la protéger. Banaza, toujours inconscient que Fenris est réveillé, soulève Hiya par la gorge alors qu'elle pleure et supplie pour sa vie. Mais il refuse de montrer la moindre pitié à la personne qui a pris la vie de Fenris. Juste au moment où il est sur le point de l'achever, Fenris lui passe les bras autour de lui par derrière et le supplie de la lâcher. Elle sanglote dans son dos, lui disant que s'il abandonne ses valeurs à cause d'elle, elle ne pourra jamais vivre avec elle-même. Sa voix le ramène à la réalité. Il lâche Hiya et se tourne pour confirmer qu'elle est vraiment vivante, le soulagement inondant son visage. Fenris lui dit qu'elle va vraiment bien et il l'enlace alors que des larmes coulent sur leurs joues. Pendant ce temps, Elisabeth et ses troupes arrivent à la lisière de la ville grâce à un sort de téléportation. Elle s'excuse auprès des mages de les avoir soumis à tant de stress, mais ils lui disent de ne pas s'inquiéter car ils ont juré loyauté au royaume. Elle ordonne ensuite à ses hommes de localiser Banaza, mais avant qu'ils ne puissent bouger, les colliers autour de leur cou se réduisent en poussière. Elisabeth réalise que quelque chose a mal tourné avec le vœu du héros et commence à se demander pourquoi Hiya ne l'a pas exaucé. De retour dans le trésor royal, les hommes du roi attendent à l'extérieur, demandant au héros de se rendre avant qu'il ne soit trop tard. Le héros réalise que le djinn a dû échouer dans sa tâche, mais soudain, de la fumée noire commence à s'échapper de la pierre maudite d'où le héros a tiré l'épée. Suya est soudainement possédé par un esprit qui change sa tenue pour un peu de fan-service nécessaire et se présente comme Damalinas, le grand magus de minuit. Avant que le héros ne puisse réagir, elle lance un sort et le transforme en une version monstrueuse de lui-même. Le héros possédé s'échappe du trésor avec Damalina sur son épaule. Son objectif est d'effacer la famille royale et de punir les nobles qui ont aidé à la sceller il y a un siècle. Mais, en haut des escaliers, elle remarque les restes d'un cercle de téléportation et envoie immédiatement le héros après la princesse Elisabeth, voulant commencer sa vengeance avec elle. De retour dans la ville de Banaza, il guérit Hiya, qui se réveille et est stupéfaite d'être en vie. Elle demande pourquoi ils l'ont sauvée, et Banaza dit calmement que c'est seulement parce que Fenris respire encore. Bolirosa demande ce qu'il compte faire d'elle, car quelqu'un d'aussi puissant ne peut pas simplement être laissé seul, mais Banaza propose de l'enfermer à nouveau. Cependant, il ajoute que la Cellar pourrait ne pas fonctionner éternellement puisqu'elle pourrait toujours tromper quelqu'un d'autre pour la libérer. Hiya est choqué qu'il le sache et demande comment pour apprendre que Banaza a utilisé la magie de projection de mémoire pour jeter un coup d'œil dans son passé. Elle est stupéfaite qu'un humain puisse utiliser une telle compétence, car cette magie est réservée uniquement à son espèce. Alors que Banaza commence à réfléchir à une solution, Fenris intervient et dit qu'il devrait laisser Hiya travailler directement sous les ordres de Banaza. Il hésite, soulignant que Hiya a failli lui prendre la vie, mais Fenris dit qu'elle ne s'est pas défendue correctement et ne lui en veut pas. Après une pause, Banaza tend la main à Hiya et lui dit qu'elle peut rester si elle jure de ne plus jamais blesser personne. Hiya, touché par l'absence de haine chez Banaza, prend sa main et jure loyauté. Banaza s'excuse même de l'avoir battu sans ménagement plus tôt, mais cela lui a donné envie de se soumettre à lui, aux grandes dames de la jalousie de Fenris.
En regardant la ville dévastée, Banaza envisage d'utiliser la magie du temps pour tout réparer, mais Hiya le met en garde. Elle explique que les sorts temporels sont risqués car ils désynchronisent ceux qui se trouvent en dehors du rayon du sort, et seuls les djinns peuvent les utiliser en toute sécurité. Lorsque Banaza demande comment il peut l'utiliser, elle révèle que c'est parce qu'il a des compétences infinies qui lui accordent l'illumination, un pouvoir qui lui permet de copier n'importe quel sort utilisé contre lui. Comprenant les risques, Banaza passe à l'utilisation de sa magie, Bob le bricoleur, pour restaurer la ville en toute sécurité. La compréhension de Fenris du risque qu'il a pris pour la sauver et elle tombe encore plus amoureuse de lui. Plus tard dans la nuit, Banaza présente Hiya à Blossom, Bolano et Billeri. Les filles paniquent d'abord, terrifiées à l'idée de vivre avec un djinn. Mais Bella-Osa les calme et les rassure que tout ira bien. Cette nuit-là, Banaza est assise seule dans le salon, regrettant d'avoir battu Hiya si impitoyablement. Juste à ce moment-là, Bella-Osa arrive pour prendre de ses nouvelles, et il s'excuse de lui avoir montré ce côté de lui. Bella-Osa comprend qu'il a dû le faire pour les protéger, et le gars lui dit qu'il ne comprend pas comment utiliser son pouvoir. Bella-Osa aborde ses propres problèmes, disant qu'elle ne sait même pas qui est l'ennemi, donc elle ne comprend pas pourquoi elle veut devenir plus forte. Malgré le paradoxe, elle est toujours reconnaissante de vivre avec lui et Fenris. Plus tard, Banaza entre dans sa chambre et trouve Fenris assise sur le lit avec un air lourd. Il demande ce qui ne va pas, mais avant qu'elle ne réponde, elle l'attire sur le lit et le cloue au sol. Elle demande s'il prévoit de retourner dans son monde et de la laisser derrière maintenant qu'il a tous ses sorts puissants à sa disposition. Banaza est choqué, alors elle explique qu'il peut maintenant utiliser la magie des djinns, ce qui signifie qu'il peut retourner dans son monde quand il le souhaite. Les larmes aux yeux, elle se blottit contre lui et lui dit de l'emmener avec lui où qu'il aille. Comprenant sa douleur, il lui dit que tout ce qu'il aime et tous ceux qu'il aime sont dans ce monde, et qu'il n'a pas l'intention de partir. Puis il lui demande si elle veut être sa véritable épouse, ajoutant que la perdre presque lui a fait réaliser à quel point elle compte pour lui. Fenris lui dit que pour elle, elle l'a toujours vu comme son mari. Elle lui dit aussi qu'on lui a toujours appris à vivre comme un chef de meute, mais le rencontrer lui a fait réaliser que la vie ne se résume pas à se battre. En entendant cela, Banaza l'embrasse et les deux commencent à se rapprocher, perdus dans l'instant. Juste au moment où les choses commencent à s'échauffer, ils entendent soudain une voix et se retournent pour voir Hiya debout à la porte, les regardant comme une vraie bizarre. Banaza, agacé, lui dit de partir, mais Hiya insiste sur le fait qu'en tant que servante, c'est son devoir d'être à ses côtés en tout temps. Elle leur dit aussi de ne pas être gênés parce que taper des mains fait naturellement partie de la vie, mais cela les énerve encore plus. Le lendemain matin, la princesse parcourt la ville en demandant à tous ceux qu'elle rencontre s'ils ont vu Banaza, mais personne ne semble savoir où il est. Pendant ce temps, à la maison, Fernia sert un petit déjeuner bien préparé à Banaza et aux filles et révèle que Hiya l'a aidé. Ils sont surpris qu'elle sache cuisiner et Hiya dit fièrement qu'elle voulait embrasser le rôle de femme au foyer après que Banaza l'ait traitée comme telle en la battant. Alors qu'ils s'installent pour manger, Fenris rappelle à Hiya de s'occuper de la lessive et de quelques autres tâches une fois qu'ils auront terminé. Cette petite demande rend les autres filles un peu mal à l'aise, et elles commencent à se demander si elles ne sont pas juste des parasites à ce stade. Juste après le repas, Blossom se précipite vers son champ et se lance dans l'agriculture avec plus d'énergie que d'habitude. Billeri se dirige également directement vers les écuries pour vérifier ses chevaux, déterminée à prouver qu'elle peut aussi faire sa part. Elles s'inquiètent toutes les deux que si elles se relâchent ne serait-ce qu'un peu, Hiya pourrait prendre leur rôle. Bolano, qui n'a pas de travail spécifique en dehors de la magie, reste dans sa chambre, luttant silencieusement contre le doute de soi. Son père et son frère sont de puissants mages, et elle a quitté les chevaliers avant de pouvoir être comme eux, ce qu'elle regrette un peu. Bien qu'elle soit assez faible, Banaza a été très patiente avec ses progrès lents, ce qui la rend heureuse. Puis un cri soudain venant de l'extérieur interrompt ses pensées. Elle se précipite dehors et trouve Billeri déjà à la porte. Elle regarde toutes les deux pour voir le champ de Blossom se faire piétiner par un grand cheval magique incontrôlable. Lorsque le cheval les attaque, Balanor s'avance et lève un sort de barrière, empêchant la créature de les charger. Juste à ce moment-là, Balirosa arrive et explique qu'elle a ramené le cheval à la maison car elle ne pouvait pas se résoudre à le tuer. Malheureusement, il est devenu fou dès leur retour, ce qui est assez étrange. En entendant cela, Billeri réalise instantanément le problème et appelle Seb, lui disant de revenir à sa forme originale de lapin. Le cheval se calme immédiatement et Billeri attrape une pelle et une corde, les attache ensemble et les lance à la bête, qui les mord, lui permettant de sauter sur son dos et de prendre le contrôle. Une fois que la bête est complètement calme, les filles louent ses compétences, la qualifiant de brillante dresseuse de chevaux. Assise avec assurance sur la créature désormais docile, elle demande à Balirosa si elles peuvent utiliser le terrain supplémentaire autour de leur propriété pour s'entraîner. Mais Balirosa dit qu'elles devront d'abord en parler à Banaza. Pendant ce temps, en ville, Banaza et Fenris se promènent en ville pour affaires, tout en profitant de moments amoureux en couple. Plus tard, Banaza fait des affaires avec le marchand, ayant juste livré un autre lot de gilets en écailles de dragon, tandis que Fenris attend dehors, ému de le voir travailler.
Soudain, le ciel s'assombrit et une présence inquiétante emplit l'air alors que Damalinas et le héros, désormais une marionnette monstrueuse sous son contrôle, descendent du ciel. Les habitants crient et courent se mettre à l'abri, mais Benazza, Fenris et la princesse, qui est toujours à proximité, restent sur place. Damalinas ne perd pas de temps et vise directement la princesse, détruisant ses gardes en quelques secondes. Au même moment, Hiya apparaît devant Benazza et Fenris et explique rapidement que le monstre est en réalité le héros, dont le corps est maintenant contrôlé par Damalinas, une sorcière qui régnait autrefois sur Clearrod avant d'être scellée pour avoir utilisé de la magie interdite. Elle dit que c'est le héros qui a tiré l'épée maudite qui l'a libérée, ce qui rend ce désordre en partie de sa faute. Elle demande la permission à Benazza de s'en occuper et il accepte, mais lui rappelle que la sécurité des habitants est sa priorité absolue. De l'autre côté de la ville, le héros possédé se prépare à écraser la princesse, mais Hiya intervient et bloque l'attaque avec aisance. Reconnaissant son adversaire, Damalinas devient furieuse et commence à lancer des sorts, mais Hiya les dévie tous sans effort. Même lorsque Damalinas change de tactique avec un mélange de force brute et de magie, rien ne l'atteint, et Hiya lui rappelle calmement que les djinns comme elle ne peuvent pas être blessés si facilement. Essayant de renverser la situation, Damalinas invoque des esprits sombres du sol que le héros absorbe pour devenir encore plus gros que ta mère. Juste au moment où les choses commencent à sembler sombres, Benazza intervient et annule le sort de contrôle, faisant disparaître la forme monstrueuse et permettant au héros de revenir à la normale. Hiya s'excuse rapidement d'avoir laissé les choses s'envenimer, mais Benazza ne la gronde pas et hoche simplement la tête en signe d'approbation. Sans perdre de temps, Hiya lance un sort de scellement sur Damalinas, qui est trop distraite par la magie de Benazza pour riposter. Son esprit est forcé de quitter le serviteur du héros et se transforme en orbe, que Hiya avale pour s'assurer que la sorcière ne s'échappe plus jamais. Benazza demande si avaler était vraiment nécessaire. Et elle dit « Gâcher des choses aussi bonnes devrait être un crime ». Elle explique ensuite qu'elle a absorbé les pouvoirs de la sorcière, qu'elle utilisera désormais pour le servir. Alors qu'il décide de laisser le héros aux soldats du château, la princesse s'approche de Benazza et se présente officiellement. D'abord, elle le remercie pour ce qu'il a fait pour le royaume. Puis elle s'excuse pour la façon dont son père et le héros l'ont traité, promettant que le héros sera tenu responsable. Ensuite, elle demande poliment à Benazza de retourner à la capitale et de devenir le véritable héros du royaume. Mais Benazza la refuse gentiment, disant qu'il n'est pas intéressé à prendre parti et qu'il veut juste caresser le chat de Fenris pour le reste de sa vie. Après être rentrés chez eux, Blossom, Bailari et Balirosa rassemblent Benazza et expliquent leur idée d'agrandir la propriété en achetant plus de terre. Ils disent que cela leur donnerait plus d'espace pour cultiver des récoltes et élever des chevaux magiques, ce qui profiterait finalement au foyer. Curieux, Fenris demande à Bailari pourquoi elle préfère les chevaux magiques aux chevaux ordinaires. Et elle admet que c'est parce que les chevaux ordinaires sont trop chers et difficiles à entretenir, surtout pour quelqu'un avec peu d'argent. Benazza propose de parler lui-même au propriétaire, mais les filles insistent pour le faire elles-mêmes, voulant prendre leurs responsabilités et montrer qu'elles peuvent gérer la situation. Cependant, lorsqu'ils montrent combien cela leur coûtera, les filles tombent dans le désespoir, sachant qu'elles devront ouvrir un compte OnlyFans pour payer. Heureusement pour elles, Benazza les considère comme faisant partie de cette maison et propose de payer pour elles. Les filles veulent toujours contribuer d'une manière ou d'une autre, alors il dit qu'elles peuvent lui verser 30% du profit qu'elles feront avec le nouveau terrain, ce qu'elles acceptent avec joie. Plus tard, Benazza conseille à Blossom de cultiver des plantes rares dans ses champs, offrant même sa magie pour l'aider. Elle dit qu'elle veut réussir sans dépendre de lui, alors Hiya propose de lui prêter sa magie à la place, puisqu'elle fait aussi partie de cette maison. Blossom est toujours contre parce qu'elle pense que la croissance naturelle est meilleure, mais Benano insiste pour qu'elle laisse essayer d'utiliser sa magie pour le bien. Elle demande à Benano pourquoi elle est habillée en uniforme de mage, et elle dit que c'est parce qu'elle a décidé de rejoindre une académie de magie. Les filles pensent qu'elle rejoint pour apprendre de nouvelles magies, mais elle dit qu'on lui a donné le rôle de professeur à la place, ce qui les rend heureuses. Elle remercie Benazza de lui avoir appris la magie et de lui avoir montré qu'elle est utile même en dehors du combat. Il se tourne vers Blossom, demandant si Hiya peut utiliser la magie à la ferme et elle accepte à condition qu'il l'utilise seulement sur une petite portion pour pouvoir comparer les résultats. Ce soir-là, tout le monde commence à travailler sur son propre projet et Benazza et Fenris regardent comme des parents fiers. Benazza dit alors qu'il veut ouvrir sa propre boutique un jour et Fenris lui offre son soutien total. Juste à ce moment-là, Benazza sort une bague qu'il a créée à partir d'une pierre et la lui offre comme alliance, ce qui la rend très heureuse. Pendant ce temps, le héros et son serviteur sont enfermés dans les cellules et ils jurent de s'évader et de se venger. Cette nuit-là, Balirosa fait un rêve étrange où elle est sur le point d'épouser Cole et se voit promettre le monde entier comme cadeau de mariage. À son réveil, elle se demande pourquoi l'homme qu'elle aimerait le moins apparaît dans ses rêves, puis crie de frustration. Le lendemain matin, en aidant Fenris dans la cuisine, elle a l'air fatiguée. Alors Fenris dit qu'elle doit être amoureuse. Elle explique ensuite que son espèce rêve souvent de choses qu'elle désire, mais Balirosa proclame haut et fort qu'elle ne pourra jamais tomber amoureuse de ce monstre.
Juste à ce moment-là, les autres entrent et lui demandent de révéler qui a volé son cœur. Et quand elle refuse, il la taquine, devinant que ça doit être le sombre. Alors qu'elle devient de plus en plus frustrée, il lui conseille de ne pas être une raciste envers les démons et de suivre l'exemple de Banaza qui a réussi à s'attacher une méchante démon pour lui-même. Ils demandent alors à Fenris de leur raconter comment ils se sont rencontrés pour la première fois, et Hiya les rejoint, disant qu'elle est aussi intéressée de savoir pourquoi elle aime Banaza. Fenris leur dit qu'en dehors du SpongeBob de 20 cm dans son pantalon carré, Banaza est incroyablement gentil et doux. Elle révèle aussi comment elle était toujours sur ses gardes au début, parce qu'elle voulait protéger Banaza, mais une fois qu'elle a réalisé qu'il est plus fort que quiconque qu'elle ait connu, elle a décidé de se détendre avec lui. Juste à ce moment-là, Banaza entre, embarrassé que Fenris parle de son côté plus doux. Juste à ce moment-là, il voit quelqu'un entrer dans la barrière et Hiya remarque qu'un démon est proche. Pendant ce temps, au château, la princesse est informée que les pièces d'or que Banaza a données étaient du même type que celles réservées à la cour royale. Surprise, elle apprend que Banaza les a reçus lorsqu'il a été banni à De La Veza, ce qui signifie qu'il est le même Banaza qu'ils ont autrefois chassé. Réalisant leur erreur, la princesse dit qu'ils doivent s'excuser correctement auprès du véritable héros en lui offrant un harem de Gothic Throat Goats. À ce moment-là, un soldat se précipite pour signaler que le faux héros et son serviteur Suya se sont échappés de prison. Elle ordonne qu'ils soient capturés, mais les gardes arrivent. Se retrouvent sans rien, parce qu'il campe dans la brousse comme s'il jouait à Fortnite. Une fois la voie libre, le héros commence à se plaindre d'être traité comme un criminel, mais Suya fait remarquer qu'il en est littéralement un, puisqu'il a volé un sac magique du trésor. Quand il l'ouvre, il ne trouve qu'une gourde et un coffre au trésor, mais le coffre ne contient rien d'autre qu'une pelle. Le héros crie de frustration et attire l'attention, mais avant que les gardes ne les atteignent, il creuse rapidement un trou avec la pelle et saute dedans, sans se rendre compte qu'il est trop profond pour en sortir. Pendant ce temps, Eliminas rapporte à Gol que Banaza est introuvable. Elle le presse de continuer l'invasion, mais Gol dit que le sort de purification est toujours actif et envoyer des troupes maintenant serait une mission sans retour. Elle suggère de corrompre le sol pour dégager un chemin, mais Gol refuse toujours, disant qu'il ne peut pas risquer des vies, alors que Banaza seul pourrait les détruire s'il se range du côté des humains. Quand Eliminas avertit que d'autres pourraient se lever contre lui à cause de cette hésitation, Gol se lève avec une aura, ce qui lui fait penser qu'elle a dépassé les limites. Cependant, il s'approche d'elle et lui tapote doucement la tête, disant qu'il comprend son inquiétude. Un démon nommé Fufun entend tout et court informer Wagard, le frère cadet de Gol. En colère que Gol soit devenu mou, Wagard déclare qu'il défiera son frère pour le trône. Le lendemain en ville, Banaza et Fenris terminent leurs affaires et décident de déjeuner lorsqu'ils remarquent qu'un vieux magasin ferme. Ils apprennent que lors de la dernière bataille, l'atelier et les routes commerciales de la propriétaire ont été détruits et qu'elle n'a pas le courage de tout recommencer. Sur le chemin du retour, ils rencontrent Bellerosa qui propose de les inviter car elle a gagné de l'argent à la guilde, et Fenris accepte à contre-cœur. Peu après, Hiya apparaît et avertit qu'un démon puissant approche. Fenris reconnaît Cole et arrête Hiya avant qu'elle ne fasse quoi que ce soit. Gol se joint à eux pour le déjeuner, ce qui agace Bellerosa au plus haut point. Pendant le repas, Cole admet qu'il les cherchait parce que la barrière autour de la ville a confirmé la présence de Banaza. Il dit aussi qu'il visite régulièrement les villes humaines pour les observer, ce qui rend Bellerosa furieuse. Quand elle l'accuse d'espionnage, Gol l'admet, mais explique calmement que les humains ne sont pas aussi innocents qu'ils le pensent, parce qu'ils blesseraient les démons à vue. Hiya ajoute que le vrai problème est que la plupart des démons ne peuvent pas contrôler le malicium qu'ils libèrent naturellement, ce qui nuit aux humains. Cole souligne également que de nombreux démons sont violents par nature, rendant la coexistence pacifique presque impossible. Après sa sombre explication, il s'excuse d'avoir gâché l'ambiance et part discrètement. Plus tard, en rentrant chez lui avec les filles, Banaza réfléchit à ce que Cole a dit. Il croyait que ce monde était meilleur que celui d'où il venait parce que les demi-humains étaient traités de manière égale. Mais maintenant, il voit que la guerre contre les démons n'est pas si différente de la discrimination qu'il pensait avoir laissée derrière lui. Avec le cœur lourd, il enlace Fenris par derrière et lui dit combien elle compte pour lui. Fenris, comprenant ses émotions, reste immobile et savoure simplement le moment avec un sourire. Le lendemain matin, pendant que Banaza prend le petit déjeuner avec les autres, il loue tous les talents culinaires de Fenris. Elle attribue le mérite à son professeur, Menelo, révélant qu'elle l'a remercié personnellement parce que ses leçons de cuisine lui ont permis de conclure. À ce moment-là, la princesse Elizabeth apparaît et surprend à la fois lui et Fenris en l'appelant par son vrai nom au lieu de son alias, Flio. Il l'invite à entrer et une fois que Bellerosa sert le thé, la princesse demande à tout le monde de partir car elle souhaite parler seule à Banaza. Fenris refuse immédiatement, disant que tout ce qui concerne son mari peut être dit devant elle et que le royaume l'a déjà maltraité suffisamment. Après que Banaza la soutient, la princesse cède. Et tandis que les autres partent, Fenris reste avec eux deux. Elle s'agenouille et s'excuse sincèrement auprès de Banaza pour la façon dont il a été traité après avoir été convoqué. Mais Banaza lui dit calmement qu'il ne garde aucune rancune et lui demande ce qui l'amène ici.
Elle sort une carte, la déploie sur la table et lui montre où les forces du royaume sont stationnées. Benaza trouve étrange qu'elle partage quelque chose d'aussi important avec quelqu'un qui ne fait même pas partie de son cercle. Alors elle explique la situation. Les effets du sort de purification s'estompent et les mages du royaume sont encore trop faibles pour en lancer un autre. Des troupes ont été envoyées pour défendre diverses villes, mais il n'y a tout simplement pas assez de soldats pour les protéger toutes. C'est pourquoi elle vient demander son aide. Fenris se met en colère et dit que la princesse n'a pas le droit d'entraîner Banaza dans leur guerre, surtout après l'avoir traité comme un moins que rien. Essayant de calmer la situation, la princesse dit que son père se rétablira bientôt et que, si rien n'est fait, il pourrait essayer de traquer Banaza. Fenris pense qu'elle les menace, mais la princesse dit qu'elle essaie de le protéger. Elle révèle ensuite qu'elle prévoit de forcer son père à démissionner et à faire face aux conséquences de tout ce qu'il a fait. Fenris, ne comprenant pas tout à fait, commence à penser qu'Elisabeth utilise son mari pour obtenir le trône, mais Banaza lui dit doucement de se calmer. Elisabeth explique alors qu'en lui confiant l'emplacement de ses forces, elle espère prouver à tout le monde qu'il n'est pas allié à l'armée des ténèbres. Cela permettrait de montrer clairement que son père avait tort à son sujet et l'aiderait à obtenir le soutien dont elle a besoin pour prendre le trône. La princesse le remercie de sa compréhension et le supplie de protéger les habitants innocents. Ailleurs, le héros et Suya ont finalement réussi à échapper à leurs poursuivants, mais Suya commence à pleurer parce qu'elle a faim. Le héros, dans un rare acte de gentillesse, lui donne un de leurs 2 biscuits restants. Il est surpris qu'elle ait décidé de rester avec lui après tout, mais Suya ressent la même chose, disant qu'il aurait pu facilement la laisser tomber aussi. Juste avant que leur romance n'aille plus loin, Fufu apparaît et les kidnappe. Cette nuit-là, Banaza dit à Fenris qu'il veut rendre ce monde meilleur avant d'avoir des enfants, et Fenris soutient sa décision de garder son zizi couvert pour l'instant. Quelques jours plus tard, les villageois des environs commencent à fuir vers des endroits plus sûrs en raison de la menace des attaques de l'armée des ténèbres. Dans la forêt, une petite fille qui ramasse des noix ne réalise pas que le danger est proche jusqu'à ce que Banaza et Fenris, tous deux déguisés, apparaissent juste à temps. Banaza crée une barrière solide pour bloquer les démons et dit à la fille de courir. Fenris demande pourquoi il n'a pas pris la récompense pour avoir aidé, et Banaza dit que c'est parce que cela signifierait qu'il s'est rangé du côté des humains. Un des démons remarque que Fenris est aussi un démon, et exige avec colère de savoir pourquoi elle se bat contre eux. Banaza répond qu'elle est sa partenaire, et les avertit que s'ils attaquent, il ne se retiendra pas. Fenris leur conseille de battre en retraite puisqu'ils ne peuvent pas briser la barrière, mais à la place, ils laissent passer leur chef. Le chef, un cyclope massif que Fenris reconnaît comme l'un des meilleurs combattants du Sgar, se moque de toute sa race et insulte même la mort de son frère. Pour prouver que sa race ne doit jamais être méprisée, Fenris demande à Banaza de la laisser s'en occuper, et une fois qu'il accepte, elle traverse la barrière et commence son attaque. Le cyclope essaie de l'écraser avec sa massue massive, mais elle esquive facilement et lui inflige des égratignures légères. Quand il demande si c'est tout ce qu'elle a, elle dit qu'elle se retient exprès parce que Banaza n'approuve pas l'abus de pouvoir. Puis, elle saute dans les airs, utilise un sort pour échanger sa place avec lui, ce qui pousse le cyclope à lui lancer sa massue. Elle échange à nouveau et le fait s'écraser face la première contre la massue qu'il vient de lancer. Avec un autre sort, elle arrache des arbres et les utilise pour le clouer au sol. Enragé, le cyclope ordonne aux autres démons d'attaquer, mais Banaza lance un sort qui les fige en plein vol. Il dit à Fenris qu'elle n'a pas besoin de continuer à se battre, puis il guérit le cyclope blessé avec de la magie. Une fois terminé, il demande aux démons de partir, mais le cyclope ne comprend pas pourquoi Banaza les laisse partir. Banaza explique qu'il veut être ami avec plus de démons, pas seulement Fenris, mais ajoute qu'il leur montrerait toute sa puissance s'ils le forcent à agir. Cela suffit à les effrayer, et ils fuient la forêt. Banaza abaisse la barrière, et Fenris le félicite d'avoir utilisé le regard de côté bombastique qu'elle lui a appris à la maison. Après leur départ, Fenris lui demande pourquoi il ne les a pas torturés, et il répond que c'est parce qu'il veut réduire les tensions entre les deux races. Peu après, les villageois arrivent avec la jeune fille qu'ils ont sauvée, et ils se demandent pourquoi un démon est avec lui. Il révèle qu'elle est sa partenaire, ce qui leur montre que les démons et les humains ne sont pas ennemis. Il remercie Banaza de les avoir protégés, mais Banaza leur dit de remercier la princesse à la place, car c'est elle qui l'a envoyée. Après cela, il saute sur le dos de Fenris et se dirige vers le village suivant pour aider plus de gens. Peu après, la princesse apprend l'existence d'un aventurier masqué qui repousse l'armée des ténèbres avec un loup, et l'homme part simplement sans dire son nom. De plus, il dit à tout le monde que la princesse l'a envoyé, alors elle réalise immédiatement que c'est Banaza et Fenris. Heureuse que le gars ait accepté sa demande, elle promet de le remercier plus tard avec une récompense royale. Pendant ce temps, Gol continue d'observer Banaza de loin, lorsque Greenal arrive avec des nouvelles troublantes concernant la rébellion de son frère. En même temps, Théophune présente le héros et Suya à Ugaward, qui prévoit de les sacrifier aux dieux maléfiques en échange du pouvoir pour renverser Gol. Alors qu'il se prépare pour le rituel, Ugaward attend avec impatience l'arrivée de Gol.
Peu après, Gull arrive chez Banaza et demande s'il peut rester un moment. Banaza, confus, demande ce qui se passe et Joel lui parle enfin de la rébellion de son frère. Lorsque Greenhall lui a dit qu'Ugaward avait pris le trône, Gull s'est précipité vers le château, tandis qu'Eliminas est allé voir les 4 infernaux restants pour demander de l'aide. Ils ont refusé, disant que Gull devait affronter la vérité, qu'ils s'étaient trop éloignés de leur objectif initial. Sans aucun soutien, Eliminas a fait irruption dans la salle du trône et a essayé de frapper Ugaward, mais ses griffes se sont brisées au moment où elles ont touché sa peau. Ugaward n'a même pas réagi, et d'un seul coup de poing, il l'a projetée contre le mur, la laissant à peine capable de bouger. À ce moment-là, Gull arriva avec Greenhall et lui dit de mettre Eliminas en sécurité pendant qu'il gérait la situation. Ugaward le défia en duel, mais Joel dit qu'il n'avait aucun intérêt à se battre. Ugaward rétorqua qu'il n'avait pas le choix, soulignant que leur peuple avait soutenu le duel et croyait que Gull était devenu trop mou. Lorsque Gull a demandé ce qui les rendait mécontents, Ugaward l'a accusé de perdre du temps avec les humains et de refuser d'envoyer des troupes à la guerre. Théophune a ajouté que beaucoup avaient commencé à remettre en question sa loyauté. Joel a alors demandé si Ugaward avait ordonné les récentes attaques, et Ugaward l'a fièrement admis, qualifiant cela d'opportunité parfaite pour prendre le contrôle. Lorsque Gull s'est tourné vers les 4 infernaux et leur a demandé s'ils étaient d'accord avec Ugaward, leur silence lui a donné la réponse. Alors que son énergie commençait à monter, tout le monde pensait qu'il allait enfin se battre. Mais au lieu de cela, Gull a retiré son anneau démoniaque et l'a lancé à son frère, disant qu'il se retirait parce qu'il n'y avait aucun intérêt à diriger un peuple qui ne croyait plus en lui. Alors qu'il se retournait pour s'éloigner, Ugaward exigea un combat, et Joel répondit par un coup de pied brutal qu'il envoya voler à travers plusieurs murs dans l'abîme. Il s'excusa ensuite auprès des infernaux, disant que le coup de pied était une revanche pour ce qui était arrivé à Eliminas. De retour au présent, Banaza et Fenris sont stupéfaits par son histoire. À ce moment-là, Bolerosa entre dans la pièce et manque de s'évanouir en voyant Gull assis là. Banaza dit tranquillement qu'il pense à les laisser rester et Bolerosa se fige. Après un moment, elle rejoint les autres, toujours tendue, tandis que Gull s'explique. Il dit qu'il n'est plus le sombre et qu'il a quitté le royaume des démons parce que rester là-bas ne lui semblait plus juste. Blossom demande pourquoi l'armée démoniaque a attaqué s'il avait déjà démissionné, et Fenris clarifie rapidement que l'ordre venait d'Ugaward, pas de Gull. En entendant cela, et la promesse de Joel de ne pas combattre les humains, tout le monde se détend. Fenris demande alors comment Gull, autrefois roi, est soudainement ruiné. Eliminas explique qu'il a donné toute sa richesse à des fidèles avant de partir. Banaza se tourne vers les autres et demande s'ils sont d'accord pour que Gull et Eliminas vivent avec eux. Tout le monde est d'accord, sauf Bolerosa qui ne veut pas vivre sous le même toit que le sombre. Mais après un petit coup de pouce émotionnel de Fenris, elle cède à contre-cœur. Le lendemain, Gull, se sentant agité, propose d'aider. Il essaie de rejoindre Blossom dans les champs, mais elle refuse. Ensuite, il se dirige vers les écuries pour aider Boilery, mais il effraie les chevaux, alors elle le met dehors. Finalement, il trouve Banaza dans l'atelier et décide de traîner avec lui à la place. Pendant qu'il parle, Fenris et Eliminas jettent un coup d'œil depuis le couloir. Eliminas grogne sur la rapidité avec laquelle ils s'entendent, mais Fenris lui rappelle simplement que Gull peut faire ce qu'il veut maintenant. Ce soir-là, tandis que les autres mangent et rient ensemble, Bolerosa reste silencieuse et distante. Après que tout le monde soit allé se coucher, elle se rend sur le balcon où Banaza et Fenris la trouvent. Ils lui apportent du thé et des collations et lui demandent doucement ce qui la tracasse. Banaza devine que cela concerne Gull et elle admet qu'elle n'est pas à l'aise de vivre avec un démon. Banaza la rassure en lui disant qu'elle n'a pas à faire semblant de l'aimer et lui suggère de garder ses distances si cela l'aide à se sentir en paix. Ces mots calmes semblent l'aider et le lendemain, elle s'approche de Gull et lui dit qu'elle ne lui fait toujours pas confiance, mais qu'elle le surveillera. Gull voit cela comme un progrès et propose une poignée de main, mais elle refuse, disant qu'il devra d'abord la mériter. Pendant ce temps, dans le château des démons, le héros et Suya parviennent à échapper à Fufun et fuient pour sauver leur vie. Pendant qu'Ugar est assis dans le royaume des démons, il fulmine sur le fait que les humains continuent de gagner bataille après bataille et exige que Fufun explique ce qui se passe. Elle lui dit calmement que les humains ont mis en place des pièges puissants qui bloquent leur avancée, mais il leur dit d'amener une armée encore plus grande qu'aucun piège ne peut ralentir. Alors qu'il se lève pour partir, il salue Fufun au hasard comme une femme au foyer. Les 3 infernaux qui ont observé en silence commencent à discuter entre eux dès qu'Ugar sort. Ils mentionnent qu'il n'y a aucune chance de gagner cette guerre avec un chef qui ne sait que foncer aveuglément. Un autre souligne que le moral est déjà au plus bas et que s'ils ne font rien bientôt, toute l'armée pourrait s'effondrer. Juste à ce moment-là, Fufun revient en trébuchant et leur dit de ne pas s'inquiéter car elle a un plan. Mais d'abord, ils doivent organiser une réunion sociale pour remonter le moral. Quelques jours plus tard, Banaza et Fenris visitent la ville et elle gagne un prix, un voyage aux sources chaudes. Elle devient toute excitée, pensant que ce sera enfin juste elle et Banaza seuls et qu'ils pourront enfin casser des lits. Mais sa joie meurt immédiatement quand elle découvre que le bon est pour des familles de 3 personnes ou plus, pas pour des couples. Elle essaie de l'échanger, mais Banaza insiste pour qu'ils y aillent en groupe, afin que tout le monde puisse profiter d'une pause ensemble.
Plus tard, alors qu'ils marchent vers la source chaude, Fenris a l'air triste jusqu'à ce qu'elle apprenne que les sources chaudes augmentent la fertilité. Fenris commence à s'imaginer tenant le bébé de Banaza et se remet à s'enthousiasmer. Dès qu'il s'enregistre à l'auberge, elle accule un des employés et demande discrètement où se trouve cette source chaude spécifique. Le membre du personnel lui donne une carte avec un sourire bienveillant et lui souhaite bonne chance pour se faire taper le minou. Pendant ce temps, les filles commencent à enfiler les yukatas fournis par l'auberge. En se rendant au vestiaire, Blossom heurte accidentellement Hugard, déguisé en humain. Elle s'excuse mais est effrayée en voyant son expression froide et menaçante. Heureusement, Fufun intervient et calme la situation avant que sa couverture ne soit découverte. Après le départ de Blossom, Hugard commence à se plaindre que Fufun l'ait laissé partir, mais elle le supplie de ne pas faire de scène et lui rappelle leur véritable mission. Elle lui remet également un collier qui supprime son malicium, ce qui finit par le calmer. En passant, Gol, Illuminaz et Fenris repèrent les démons déguisés, et Joel, fidèle à lui-même, pense que c'est une bonne idée d'aller dire bonjour. Fenris est sur le point de perdre son sang-froid et lui dit que se retrouver face à face avec son frère ne se terminera que par une confrontation. Et si cela ruine ses chances d'être applaudi par Banaza, elle applaudira à la place. Alors que les autres s'installent, Fenris embrasse Banaza et lui demande doucement de l'accompagner aux sources chaudes de fertilité. Kea essaie de les suivre, mais Fenris se met juste devant elle et lui dit qu'elle mâchera ses os si elle s'en mêle, ce qui la fait reculer. Lorsqu'ils arrivent à la source, Fenris essaie de traîner Banaza dans le bain des femmes, mais heureusement, il refuse catégoriquement. À la place, ils s'assoient tous les deux près du mur séparant les bains et discutent à travers. Alors qu'ils discutent, Banaza lui dit qu'une fois tout ce bazar terminé, il prendra le temps de planifier leur lune de miel correctement. Et ce simple commentaire la rend vraiment heureuse. Pendant ce temps, l'équipe se réunit pour manger et Bolerosa ne cesse de jeter des coups d'œil à Gol. Blossom pense qu'elle est intéressée par le sombre et la pousse à s'asseoir avec lui. Mais Bolerosa dit qu'elle le surveille parce qu'elle ne lui fait pas confiance. Blossom appelle alors Gol, et le gars complimente immédiatement la robe de Bolerosa, ce qui rend son minou humide. Cependant, cela rend Illuminaz un peu jalouse. En sortant, Bolerosa et elle commencent à parler, et elle déclare sa plus grande loyauté envers Gol, faisant réaliser à Bolerosa qu'Illuminaz est amoureuse de lui. De retour à l'auberge, le groupe du gars déjeune, et il exige un peu de divertissement parce qu'il s'ennuie à mourir. Fufun essaie de danser, mais elle est si mauvaise qu'Hugard la frappe à nouveau, juste pour qu'elle s'arrête. Avec elle hors service, deux autres démons essaient de détendre l'atmosphère avec une bataille de blagues, mais cela se transforme rapidement en bagarre entre les deux démons, ce qui fait fuir leur malocum. À ce moment précis, le héros et Suya arrivent à l'auberge, espérant enfin se détendre dans les sources chaudes après toute cette course. Et comme ils ont besoin d'argent, il sort un bijou qu'il a volé au trésor des démons. Alors qu'il l'admire, le bijou commence soudainement à aspirer tout le malicium libéré par les deux démons qui se battent. Avant qu'ils ne puissent réagir, ils traversent le mur et atterrissent juste devant eux, le faisant lâcher le bijou de choc. Au moment où Fufun arrive en courant et crie pour qu'il s'arrête, le bijou a absorbé tout le malicium environnant et s'attache au héros, qui commence à crier alors qu'il se fusionne avec son corps et le recouvre d'une aura noire et corrompue. Bientôt, tout le bâtiment commence à s'effondrer, alors Banaza utilise rapidement sa magie pour le stabiliser. Il dit à Fenris d'aller découvrir ce qui se passe, et elle saute par-dessus le mur sans même prendre la peine de remettre ses vêtements. De l'extérieur, Bolerosa et les autres aperçoivent la créature géante qui dévaste maintenant l'auberge. Gol jette un coup d'œil et dit que le monstre est fait de pur malicium. Illuminaz remarque le bijou lumineux autour de son cou et explique qu'il est conçu pour amplifier l'absorption de malicium. Bolerosa veut se précipiter pour aider tout le monde à l'intérieur, mais Joel leur dit qu'il vaut mieux ne pas s'en mêler car Banaza peut gérer la situation. Cependant, les filles refusent de rester à l'écart et insistent pour aider, ce qui fait réfléchir Gol sur sa position. Inspiré par leur courage, ils se tourne vers Illuminaz et lui demande si elle veut aider Banaza. Elle se souvient que, lorsqu'il était le sombre, il ne demandait jamais son avis, mais maintenant, il agit comme un gentleman. Ensemble, ils se téléportent directement sur le toit de l'auberge, juste au moment où Fenris arrive de l'autre côté. Les infernaux repèrent immédiatement Joel et commencent à l'appeler, ce qui attire l'attention de Hugard. Furieux que son frère soit de nouveau ici, il se précipite vers le toit et lance un défi, exigeant que Joel le combatte sur le champ. Bolerosa voit Joel et Hugard sur le toit et suppose instantanément que Cole les a trahis. Alors elle se précipite vers les bains pour avertir Banaza. En même temps, Hugard commence à donner des coups de poing à son frère, mais Joel bloque calmement les attaques avec un sort, ce qui ne fait qu'augmenter la colère de Hugard. Pendant ce temps, Bolerosa trouve Banaza et lui dit rapidement que les démons se rassemblent dans la pièce, y compris Gol, qu'elle croit travailler avec eux. Banaza la rassure en disant que Gol n'est pas du genre à les trahir et décide de maintenir l'auberge avec sa magie pendant que les frères règlent ça.
De retour à l'auberge, le monstre alimenté par le malicium attaque Gol, mais il se protège et dit à l'Illuminaz que Yurgar a le pouvoir de contrôler le malicium. Illuminaz comprend que la meilleure façon de l'arrêter est de séparer le héros du joyau, qui renforce clairement les pouvoirs du monstre, alors Fenris s'en charge et frappe le héros pour le détacher du joyau. Dès que le bijou se sépare, le monstre malicium disparaît et Suya, qui était prise dans le désordre, se retrouve flottant juste au-dessus du sol. Ensuite, Gol dit calmement à Illuminaz d'empêcher les autres de s'impliquer pendant que les frères se battent sur le toit. Lorsqu'elle rejoint les autres démons, il lui assure qu'ils n'ont pas l'intention d'intervenir, puisque c'est clairement un combat entre frères. Sur le toit, Yurgar continue de lancer des coups sauvages, mais Joel a un sort actif qui les renvoie tous à Yurgar. Frustré, il se renforce et commence à frapper encore plus fort. Après avoir subi quelques dégâts, Gol attrape le visage de Yurgar pour le faire taire et utilise un sort pour sceller ses pouvoirs, le rendant complètement impuissant. Furieux d'avoir perdu ses capacités, Yurgar commence à proférer des insultes, tandis que le personnel de l'auberge au sol regarde avec horreur, craignant que le combat ne reprenne. Essayant de prévenir plus de destruction, le gérant ordonne au personnel de sortir leurs talismans, et au moment où il les lance, les talismans s'enroulent autour de Yurgar et de son équipe comme des cordes et les téléportent hors du bâtiment. En même temps, Fenris continue de gifler le héros encore et encore, et quand Illuminaz lui demande ce qu'elle fait, elle dit tranquillement qu'elle essaie de se débarrasser de tout malicium restant. Bolerosa arrive ensuite en courant et lui dit que Banaza veut que tout le monde s'éloigne du bâtiment pour qu'il puisse le réparer, et dès que Fenris entend cela, elle lâche le héros et recule. Banaza lance un sort qui restaure l'auberge comme elle était, et une fois que le bâtiment est à nouveau stable, tout le monde aide à nettoyer l'endroit et à assister les blessés. Certains membres du personnel poursuivent également le héros et Suya, qui essaie de s'éclipser, et le gars creuse un autre trou pour se cacher. Une fois que tout est réglé, le gérant remercie Banaza et ses amis pour toute leur aide et leur dit de profiter du reste de leur séjour. Fenris est particulièrement excitée car maintenant elle peut enfin faire manger son biscuit par Banaza. La nuit, alors que les filles s'amusent dans la source de fertilité, Illuminaz les rejoint et remarque que les jacs de Bolerosa sont bien plus gros que les siens, ce qui la rend jalouse. Alors que les filles s'amusent, Banaza et Joel se détendent dans le bain des hommes et discutent de choses, reconnaissant la gentillesse de Banaza envers toutes les races. Joel dit qu'il est prêt à aider Banaza à combler le fossé entre les humains et les démons, et Banaza convient que travailler ensemble pourrait être leur meilleure chance pour une paix durable. Après leur bain, tout le monde se réunit pour un grand dîner, et une des serveuses offre à Fenris une tourte à l'anguille connue pour donner beaucoup d'énergie et l'aider à tenir 7 tours d'affilée. Alors qu'ils commencent à manger, Bolerosa s'approche de Joel et le remercie discrètement d'avoir sauvé tout le monde de son frère. Plus tard dans la nuit, quand la plupart de la maison dort, Banaza et Fenris s'assoient dehors sous le clair de lune. Il lui demande ce qu'elle pense des humains, et elle admet qu'elle s'est attachée à eux, surtout après avoir passé autant de temps avec lui et les filles. Lorsqu'elle lui demande pourquoi il en parle, Banaza dit que c'est parce qu'il a besoin d'elle à ses côtés s'ils veulent faire la paix entre les deux races. Fenris lui dit qu'elle est prête à le soutenir de toutes les manières possibles, parce que c'est ce qu'une bonne épouse doit faire. Après cela, ils se laissent emporter par le moment et partagent un baiser avant de faire l'amour sur l'Engawa. Le lendemain, alors que le groupe rentre chez lui, les filles ne peuvent s'empêcher de remarquer à quel point Fenris rayonne de bonheur, ce qui suffit à faire deviner à tout le monde ce qui s'est probablement passé. Quelques jours plus tard, la vie chez Banaza reprend lentement son cours normal, et chacune des filles continue avec les passe-temps qu'elle aime le plus. Vilona devient professeur de magie, Blossom travaille à la ferme avec l'aide de Hiya, Biliri s'occupe des chevaux, et Bolerosa continue son travail d'aventurière. Elle devient même la testeuse officielle de toutes les armes et armures que Banaza et Joel créent pendant leur temps libre, offrant toujours des retours utiles chaque fois qu'elle rentre d'une mission. Bientôt, la princesse Elisabeth prend officiellement le trône et demande à son conseiller de capturer son père, qui a peut-être fui le royaume après avoir perdu la couronne. Pendant ce temps, le héros et Suya sont toujours recherchés et continuent de se cacher du soldat. De retour à la ferme, Fenris appelle tout le monde pour le dîner, et Banaza est fier de la famille qu'il a construite en si peu de temps. C'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, commentez « J'aime les pieds » comme preuve.